5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je porte bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire ensemble quelques questions concernant voilà, les concours, les grandes écoles polytechniques, à savoir EPT, ESP et PSL. Mais ça, c'est l'épreuve de l'EPT 2023. Ça, c'est l'EPT 2023. Voilà, donc ça commence par ça. On demande d'abord d'évaluer cosinus de cos moins 1 de pi. Voilà, après l'intégrale, on va aussi faire donc deux autres questions sur cette même épreuve, juste pour vous montrer donc les démarches à suivre, voilà, pour augmenter vos chances donc de trouver la réponse et tout. Voilà, donc pour vous dire aussi, on a démarré les préparations de ces concours-là depuis ce 15, voilà, le 15 mars passé. Donc on a commencé avec l'épreuve de physique de l'ESP 2018, on l'a corrigé. Et ce jeudi, Inch'Allah, on va faire l'épreuve de mathématiques, n'est-ce pas? Donc, de l'ESP encore, 2018. Voilà, donc l'emploi du temps se déroule ainsi. Les samedis, on va faire physique et aussi les jeudis, on va faire mathématiques à partir de 21h30. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, donc il y a un site, le lien du site, je vais le laisser dans la barre de description. Voilà, donc vous allez seulement remplir donc, le formulaire, voilà, comme ça. Et automatiquement, vous allez recevoir un mail. Voilà, donc le lien du groupe Telegram se trouvera là-bas. Ou bien aussi, vous pouvez me contacter ici en cliquant juste sur le bouton WhatsApp. Donc pour me joindre, je vais vous envoyer aussi directement le lien du groupe Telegram. Et c'est le groupe Telegram du moins. Vous pouvez voilà, demander à rejoindre. Donc tous ces cours-là se dérouleront en ligne sur Telegram. Voilà. Donc sans tarder, on va commencer avec donc, la première question. La première question, qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous dit donc d'évaluer ça. Cosinus de cos moins 1 de pi. Que vaut cosinus de cos moins 1 de pi? Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, dans la plupart des cas, sont en fait donc les élèves de terminale S1, voilà, qui font... Voilà, donc juste pour vous dire que si vous êtes en S2, il faut bien vous préparer. Parce que même mathématiques EPT, même ESP, c'est... Voilà, donc c'est bon. Mais pour EPT, il faut bien vous préparer. Voilà, il faut bien vous préparer. Parfois, même c'est le niveau L1, c'est-à-dire première année d'université ou bien même deuxième année d'université. Voilà, donc il faut bien vous préparer. Donc c'est ça. Donc là aussi, les fonctions réciproques, c'est voilà, arc cosinus, on a arc cosinus, on a arc sinus, on a arc tangente. Il faut bien faire aussi la différence entre, parfois, vous écrivez ceci, cos moins 1 par exemple de x égale à 1 sur cosinus de x. Ça, c'est faux. C'est pas la même chose. Il en est de même aussi pour sinus moins 1 de x, il en est de même aussi pour tangente moins 1 de x. Voilà, ce sont des fonctions réciproques. Des fois, même en physique ou bien en mathématiques, si vous voulez calculer l'angle, n'est-ce pas? Vous faites parfois cos moins 1 de l'angle et vous le tapez au niveau de votre calculatrice, ça va vous donner donc comment dirais-je la réponse. Maintenant aussi, avant de faire donc avant de vous donner la réponse, on va faire donc un petit rappel sur ça, sur les fonctions comment dirais-je réciproques. Donc il faut savoir une chose que cosinus moins 1, la fonction cos moins 1, c'est égal à quoi? C'est égal à arc cosinus. C'est comme je l'ai dit tantôt. Elle est définie de où vers où? Elle est définie, comme c'est une fonction réciproque, elle est définie de moins 1, 1 en valeur dans 0 pi. Comment on a obtenu ça? Vous savez bien que depuis la classe de première S, donc les fonctions cosinus et sinus sont définies sur R, n'est-ce pas? Maintenant, on peut restreindre donc le domaine d'étude. Des fois, ce sont des questions qui viennent. Voilà, donc si vous avez fait la première, soit S1 ou bien S2, par exemple, on vous demande donc de restreindre le domaine d'étude, n'est-ce pas? Donc, c'est seulement ça. Maintenant, on se base de la parité et de la périodicité. On sait que donc cosinus et sinus sont deux pi périodiques. Voilà, et cosinus aussi. Pour la parité, cosinus c'est pair parce que cos de x égale à cos de moins x égale à cos de x. Et pour sinus, c'est impair. Donc, sinus de moins x égale à moins sinus de x. N'est-ce pas? Donc, au lieu d'étudier tout ça sur 2pi, sur R, on peut restreindre le domaine d'étude. Voilà. Sur 0pi, par exemple, pour cosinus. Mais comme ça, c'est la fonction réciproque, ça commence de moins 1, 1 à valeur moins 1, 1 à valeur de 0pi. Maintenant, ça, c'est pour cosinus moins 1. Maintenant aussi, pour cosinus seulement. Pour cosinus seulement. Pour cos. Donc, c'est quoi? Donc, vous savez, donc c'est l'inverse seulement. Vous allez prendre, donc c'est 0pi en valeur dans moins 1, 1. N'est-ce pas? Voilà. Donc, elle est définie par quoi? Elle est définie par y égale à arc sinus de x, arc cosinus de x.
Voilà, donc défini, je mets ici défini par, ça c'est un bref rappel, hein. Défini par quoi? Défini par y égale à arc cosinus. Arc cosinus de x. Ceci équivaut à dire quoi? Ça, vous l'avez fait en terminale, n'est-ce pas? Équivaut à dire que x égale à cosinus de x. X égale à cosinus de x. Ou bien cosinus de y du moins. Pourquoi? Pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Ça aussi, je refais encore donc un autre rappel pour les fonctions réciproques et tout. Voilà, donc là, vous avez vu que, par exemple, pour les fonctions, comment dirais-je, pour les composés, voilà, f rond f moins 1 de x égale à combien? Ceci est égal à la même chose que f moins 1 rond f de x qui est égal à x. D'accord. Exemple, si par exemple, vous avez f de x égale à cosinus de x, f moins 1, par exemple, je le mets ici. Ça sera un peu brillant, mais vous allez comprendre. Par exemple, si je mets f de x égale à cosinus de x, ceci implique quoi? Ceci implique que f moins 1 de x égale à combien? C'est égal à arc cos, n'est-ce pas? Parce que je vous ai dit que c'est la fonction réciproque. Or, en mathématiques, les fonctions réciproques, donc c'est f moins 1, ça matérialise ainsi. Donc, f moins 1, c'est égal à arc cosinus de x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on a f rond f moins 1 de x va être égal à combien? Si on applique donc la méthode que nous avons apprise en première S, f rond f moins 1, c'est égal à, ou bien f rond g, c'est f de g. Je mets f de f moins 1 de x. Ceci est égal à combien? Maintenant, f, c'est cosinus, n'est-ce pas? Je mets cosinus. F moins 1, c'est arc cosinus. Arc cosinus de x. Ceci est égal à combien? Si on se réfère donc de cette formule-là, f rond f moins 1, f rond f moins 1, on sait que c'est f de f moins 1 de x. Alors, on a dit que donc c'est égal à x. C'est-à-dire ce qui est à l'intérieur donc de cette parenthèse-là. D'accord, donc là, on met donc c'est la même chose que c'est égal à x. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. J'ai fait la même chose. Donc là aussi, si vous avez y égale à arc cosinus de x, voilà. Là aussi, x égale à combien? X égale à cosinus de y. X égale à cosinus de y. Voilà, vous savez ça. Ici, il en est de même aussi pour les autres. Pour sinus et aussi pour tangente. Voilà. Arc sinus de x, c'est la même chose que sinus de arc sinus de x qui est égal à x. Et pour arc tangente aussi, arc tangente de x égale à tangente de arc tangente de x qui est aussi égal à x. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il faut maîtriser. Donc là, c'est le premier point. J'écris aussi le second point pour que vous puissiez mieux voir. C'est-à-dire donc f moins 1 rond f de x. Vu que là, j'ai mis deux égalités, j'ai mis ça égal à ça. Je traduis ça aussi. F moins 1 rond f de x égale à combien? J'écris la propriété f moins 1 de f de x qui est égal à combien? On remplace f moins 1 comme c'est arc cosinus. Donc arc cosinus de x, là encore une fois égal à x. Donc voilà, des petits rappels que je voudrais donc vous faire savoir. Par exemple, si vous avez arc tangente de pi sur 3, c'est égal à pi sur 3. Sinus de arc sinus de pi sur 4 égale à pi sur 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc là aussi, on revient ici pour voir qu'est-ce qu'on aura ici pour concernant donc notre question. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Donc là, c'est dérivable. C'est dérivable, on est d'accord? C'est dérivable. Et la dérivée, c'est quoi? La dérivée de arc cosinus. Dérivée de arc cosinus de x. Il faut maîtriser ça. C'est moins 1 sur racine carrée de. Vous pouvez, voilà, ça, vous avez fait la dérivée donc des fonctions réciproques. Vous pouvez démontrer ça facilement. Voilà. C'est la dérivée, c'est moins 1 sur 1 moins x au carré. Pour tout x appartenant à l'intervalle, moins 1, 1. Là, j'ouvre. Voilà. Vu qu'on a un quotient, moins 1, 1. Voilà. C'est bon. Maintenant aussi, pour la fonction arc sinus aussi. Comme ici, c'est la fonction arc cos qui nous importe. Voilà. Donc là, je me limite là. Mais les autres, je vais vous les expliquer oralement. Par exemple, pour la fonction arc sinus, on sait que c'est sinus moins 1. Là aussi, c'est défini de moins 1, 1 en valeur dans moins pi sur 2 et pi sur 2. Ça, vous le savez. Parce que sinus, voilà, c'est l'axe des ordonnées. À valeur dans moins pi sur 2 à pi sur 2. Voilà. Donc là aussi, il en est de même pour, par exemple, pour la dérivée de arc sinus. Arc sinus, la dérivée, c'est 1 sur racine carrée de
1 moins x au carré. On est d'accord? Là, j'écris donc les dérivés là. Ça peut vous servir. La dérivée de arc sinus, c'est 1 sur la racine carrée. Parfois aussi, on peut vous demander des intégrales en vous donnant les arcs sinus ou bien en vous donnant donc cela. Par exemple, on peut vous donner ça, intégrale de ça. On vous demande donc la réponse. Vous écrivez donc c'est arc sinus. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, pour tout, comment dirais-je, pour tout x appartenant à quoi? À quel intervalle? À l'intervalle. Donc, comme je vous ai dit que c'est défini de -1 à 1. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle -1 à 1. Et aussi, il en est de même pour arc tangente. Arc tangente aussi. La dérivée de arc tangente de x, c'est égal à combien? Pour dériver arc tangente, c'est rien d'autre que 1 sur, là, il n'y a pas de racine carrée. 1 sur 1 plus x au carré. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on peut... On peut répondre directement à notre question, donc. Là, je mets ainsi. Maintenant, cosinus de cos moins 1. D'après le bref résumé que je viens... Cos de pi, hein, ça c'était pi. C'est égal à combien maintenant? C'est égal à cosinus de quoi? De arc cosinus de pi. De arc cosinus de pi. Voilà, donc on a fait que remplacer donc cos moins 1 avec arc cosinus. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on remonte. Parce que il faut que, voilà, ça soit défini en fait. On regarde d'abord donc si c'est bon ou pas. Parce que, est-ce que arc cosinus de pi peut s'écrire? On a remplacé cos moins 1 avec arc cosinus. Ça, c'est bon. Maintenant, cosinus de arc cosinus de pi. On avait dit que arc cosinus est défini de -1 à 1. Son domaine de définition, c'est de -1 à 1. Regardez bien, je vous l'avais écrit. C'est de -1 à 1. Maintenant, or, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait d'abord? On sait que pi est environ égal à combien d'abord? 3,14. Voilà, maintenant, c'est environ égal à 3,14. Mais ça n'appartient pas à l'intervalle -1, 1. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, implique quoi? Implique que arc cosinus de pi n'existe pas. Donc, c'est-à-dire n'est pas défini. Voilà, donc je résume. Donc ici, je vous ai fait ici un petit rappel sur ça, concernant le domaine de définition et tout, pour les fonctions réciproques. Cos moins 1, c'est le même que arc cosinus. Sinus moins 1, c'est arc sinus. Tangente moins 1, c'est arc tangente. Mais ce n'est pas 1 sur tangente, ou bien 1 sur cos, ou bien 1 sur sinus. Là, c'est bon. Maintenant, je vous ai donné les domaines de validité. C'est-à-dire, arc cosinus, c'est de -1 à 1, en valeur dans 0 pi. C'est ça que vous devez retenir. Voilà. Voilà. C'est comme avec les DDF. Pour par exemple les fonctions rationnelles, il faut que le dénominateur soit différent de 0 et tout. Les fonctions Ln strictement positives, ça aussi vous l'avez vu. Maintenant là, ça c'est -1 à 1. On vient et on regarde. Maintenant, nous on m'a donné quoi? On m'a donné cosinus de cos moins 1 de pi. On sait que cos moins 1, je peux remplacer par arc cosinus. C'est ce que j'ai fait. Si j'avais aussi sinus ou sinus moins 1, vous faites ça, vous faites de même. Maintenant, on vient et on regarde maintenant notre domaine de validité, si c'est bon ou pas. Et ici, c'est pas bon, c'est absurde parce que arc cosinus de pi, voilà, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que pi environ égal à 3,14 et ça n'appartient pas au domaine de définition de arc cosinus. Le domaine de définition de arc cosinus, c'est -1, 1. Raison pour laquelle, donc ici, c'est pas défini. Et après, vous revenez pour regarder donc la solution qu'il faut écrire. Et c'est quoi? Vous revenez. C'est ça le conseil que je vous donne. D'abord, vous argumentez, vous faites donc les démarches qu'il faut faire et après vous regardez ce que vous avez trouvé et vous comparez ça. Mais si vous regardez d'abord les réponses, vous ne faites pas donc faire les démarches. Voilà, donc il faut bien faire les démarches et après regarder. Donc là, j'ai même fait donc ici. C'est la réponse C parce que c'est non défini. Maintenant, rapidement, on passe à la question 2. Ça, c'était la première question. Maintenant, là, rien que regarder ça, vous allez vous dire que mais là, c'est difficile. Alors que tel n'est pas le cas. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on va faire ça rapidement. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Approximativement, c'est-à-dire I égale à combien? C'est intégrale de 0 à 1. On a mis exponentielle de exponentielle de exponentielle de x. Exponentielle de exponentielle de exponentielle de x. Il y a plusieurs exponentielles. Exponentielle de x et exponentielle de x dx. C'est égal à combien? D'abord ici, qu'est-ce qu'il faut savoir d'abord? Là aussi, je mets ici un rappel.
Vous savez que exponentielle de u, sa dérivée, c'est rien d'autre que u prime exponentielle de u. Ça, c'est réglé. Maintenant, moi, si je prends ça, si je pose ça comme étant mon u, qu'est-ce que j'aurai? Regardons, qu'est-ce qu'on aura? Maintenant, je mets posons u égale à tout ça, c'est exponentielle de x. Ça, pour dériver ça, certes, c'est long, mais c'est pas difficile. On applique seulement donc cette propriété-là. Qui dit quoi? Qui dit que exponentielle de u égale à u prime e de u. Ce qui se trouve ici en haut de e là, tout ça, vous considérez ça, vous dérivez ça. C'est-à-dire, donc, tout ça, on dérive ça. Qu'est-ce qu'on aura donc? Égal à combien? Je mets exponentielle de x, dérivé. Ça, c'est u prime. Et je mets e de u. Je réécris tout ça. Tout ça, c'est bon. C'est seulement ça la dérivée. Je répète encore une fois. Tout ça, c'est u. D'après la formule. Or, on dérive ça. Je prends ça. Je mets prime. E de u. Je répète ce qui se trouvait ici. En là. Vous avez vu. E de u. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va essayer de dériver pour voir. On va redériver, voilà. Parce que là, on a exponentielle de u. Là aussi, je dérive. Je mets exponentielle de ça prime. E de ça. C'est bon. Maintenant, je réécris encore une fois. Donc, ça, je ne vais pas dériver. Donc, je remets exponentielle de x. Est-ce que vous avez compris? Ça, j'ai seulement dérivé ça. En appliquant la formule. Tout se base ici. Lorsque je dérive ça, j'aurai quoi? J'aurai ça. Je dérive d'abord exponentielle de x. Après, je remets e de u. Tout ça, c'est la dérivée de ça. Vous avez compris? Après, je remets donc exponentielle là. Maintenant, encore, je vais dériver encore. Ce n'est pas encore terminé. Vous dérivez tout. Là, exponentielle de x, là, c'est bon. Donc, la dérivée, c'est exponentielle de x. Là, je me remets ce qui reste. Exponentielle de x. Et là, regardez bien. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ça, c'est la même chose que ça. On va réarranger les choses pour que vous puissiez voir. Donc, je mets donc, on avait dérivé, donc u' égale à combien? Égale à exponentielle de x, exponentielle de x et exponentielle de x. On décroît en fait. Donc là, on avait combien? On avait 1, 2. N'est-ce pas? On a 2 exponentielles, après on met x. Là, on décroît. Au lieu de 2, on met 1. Et là, il n'y a pas. Donc, si vous avez cette logique-là, pensez, peu importe, ici, on pouvait mettre des exponentielles, voilà, à l'infini. Mais l'essentiel, si on suit cette logique, on décroît. Par exemple, là, on a 2. On décroît. Là, on a 1. On décroît. Là, si on avait aussi 5, on décroît, on met 4, 3, 2, 1. Après, on ne met rien. Vous faites la même logique pour voir. Vous aurez vous aurez la même chose. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut réécrire donc notre intégrale. Je peux copier ça pour aller beaucoup plus vite. Donc ça, je copie ça, je mets ça ici. Vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Ça va être égal à combien? Ça va être égal à exponentielle de u'. Seulement. Voilà. C'est égal à exponentielle de u'. Allant de 0 à 1. Maintenant, comment dirais-je? Primitive, intégrale. C'est chercher donc la primitive. Or, la primitive d'une dérivée, c'est quoi? La intégrale de u', c'est u. N'est-ce pas? Allant de 0 à 1. Vous avez compris? C'est pas... Ça, c'est seulement, voilà, primitive. Qu'est-ce qu'on aura au finish? Donc, c'est égal à combien? U, c'est égal à combien? U, je vais poser ça. Exponentielle de, si vous vous souvenez bien. Ça que je vais poser comme u. Je réécris ça ici. Là, je mets E, c'est 3E. 0, 1. Seulement ça. Vous mettez crochet. Or, en intégrale, comment dire, si vous avez crochet, grand F, ça c'est mieux que la primitive, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. Grand F de x entre A et B. Vous faites F de B moins F de A. On est d'accord? Donc là aussi, on fait de même. On remplace d'abord x par 1, moins, on remplace x par 0. On aura quoi? On aura exponentielle de 1 moins exponentielle de 0.
n'est-ce pas? Vous calculez ça dans votre calculatrice, dans votre machine. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver environ 3, 8, oui, 1, 4, 2, 63, donc des 3 814 263,95. Maintenant, vous regardez 3 millions, tu dis 106. Ok, là, est-ce que les réponses, ça coïncide? Non. Donc, attention, les amis. C'est pas à chaque fois que vous devrez cocher. C'est pas à chaque fois. Ça, c'est une piège. C'est juste donc pour les élèves qui font du Jiffy, Jaffa, Jif. Voilà. Ils vont venir, ils vont dire à chaque fois, oui, ça, je vais cocher la bonne réponse. Mais là, il n'y a pas de bonne réponse. Vous calculez ici, si vous voulez, vous pouvez le refaire. Vous calculez ici au niveau de votre calculatrice. Voilà, donc E de E1, n'est-ce pas? Moins, voilà ça. Vous allez voir qu'est-ce que vous aurez. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir donc ces résultats-là. Ici, il n'y a même pas de 10 puissance moins 10. C'est ça seulement. Ce sont des millions, c'est-à-dire de 10 puissance 6. Voilà, donc là, on ne peut pas avoir de 10 puissance moins, je sais pas, on m'a dit moins 20 ou bien moins 10. Regardez bien ce que vous faites. Donc là, on ne coche rien. Il n'y a pas de bonne réponse. Attention donc, il faut faire bien attention à ce que vous faites. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, j'ai seulement posé ça comme étant U. Maintenant, la dérivée de exponentielle de U, c'est U' E de U. Ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Donc, lorsqu'on dérive ça, on va dériver, en se basant sur la formule là, on dérive ça. N'est-ce pas? On fait ça. Prime E de ça. C'est-à-dire, comme vous avez vu. Maintenant, encore, je vais redériver. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Voilà. On va dériver encore. Et on tombe donc finalement ici. Maintenant, ça, c'est la même chose que ça. Vous avez compris? Donc, U'. Donc, c'est ce que je vais poser là, ici. U. Maintenant, donc, tout ça, ça se remet à l'intégrale de U'. Or, l'intégrale donc de U' ou bien la primitive de U', c'est donc la fonction de départ. C'est égal à combien? C'est égal à, là, je mets crochet U. Seulement ça. Je mets crochet. Et les crochets là, ça se matérialise ainsi. Je mets F2. 1 moins F2, 0. Je ne sais pas si vous avez fait intégral ou pas. Voilà, donc je remplace et tout. Et j'aurai ce qu'on m'a demandé. Si on n'a pas encore fait ces leçons-là, il y a aussi la plateforme. Tout est corrigé là-bas. Toutes les leçons sont déjà faites. Cela va permettre même, donc si vous n'avez pas terminé le programme, de pouvoir anticiper. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, hein, voilà, directement par WhatsApp. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, on a fait les deux questions. On va faire donc deux autres. Voilà, rapidement, ici. Voilà, donc on continue avec les deux questions. Voilà, on va faire seulement 4 questions. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour tout corriger. Voilà, sauf si que vous nous rejoignez dans les groupes Telegram. On va bien détailler les corrections les années précédentes, que ce soit en EPT, ESP, IPSL. Voilà, donc là, pour la question 3, on nous dit soit F, voilà, définit A, B vers R. Une fonction dérivable sur AB pour qu'il existe C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C, voilà, égale à 0. Il suffit que f de A soit égal à f de B et que, quelle autre condition, f continue sur AB, là aussi c'est AB. Ça dit, maintenant, ici la différence c'est quoi? C'est les bornes. Voilà. Maintenant là, il y a un théorème qui dit que le théorème de Rolle, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Que dit le théorème de Rolle d'abord? Donc là, on a le théorème de Rolle qui dit que si f, je l'écris là pour que vous puissiez voir, est continu. Donc là, c'est le cours seulement. Est continu sur quel intervalle? Sur l'intervalle fermé en A et B. C'est ça que dit le théorème de Rolle. Et aussi quoi? Et f, voilà, dérivable sur quel intervalle? Sur l'intervalle ouvert en A et B. Des fois, c'est la raison pour laquelle il faut bien apprendre vos propriétés. Parce que là, si vous oubliez, voilà, si c'est ouvert ou bien fermé, dans ce cas, vous n'allez pas répondre correctement. Tel que quoi? Tel que f de A égale à f de B. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il existe un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C soit égal à 0. Voilà, donc là, c'est le théorème de Rolle. D'abord, il y a donc f, bien sûr, qui est défini de l'intervalle AB
ouvert, AB fermé en valeur dans R. Voilà, donc c'est ça le théorème de Rolle. Voilà, ça c'est le théorème de Rolle. Voilà, c'est ça que dit le théorème de Rolle. Je ne sais pas si vous l'avez vu en terminale. Il y a le théorème des valeurs intermédiaires, vous avez vu ça, le théorème de l'égalité des accroissements finis, tout ça, il faut bien parcourir ça. Ce sont les théorèmes. Voilà, donc là, la bonne réponse c'est quoi? C'est la réponse C. Voilà, c'est continu. C'est où? Voilà, sur AB fermé. Donc c'est ça la bonne réponse. Et vous cochez ça. Voilà, maintenant on va faire la question 4, qui est vraiment une excellente limite. Limite de x tend vers a de la fonction, voilà, x associé à tangente carré de x moins tangente carré de a sur x carré moins a. Donc on va essayer de faire ça. Voilà. On va calculer cette limite. Limite lorsque x tend vers a de tangente carré. Maintenant ici, qu'est-ce qui saute à l'œil nu? D'abord, il faut vraiment exploiter ce que vous avez. Ici, vous avez la différence de 2 carrés. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer donc de, comment dirais-je? Donc, d'appliquer la formule a au carré moins b au carré pour après voir ce que vous aurez. Voilà, là, j'écris donc ici, limite lorsque x tend vers a de f de x égale. Là, j'applique la formule dont je viens de vous dire. Égale à la limite le x tend vers a. Voilà. Là, on a a au carré moins b au carré. J'écris a moins b, tangente a, facteur de a plus b. C'est ça la formule. Vous faites de même aussi au niveau du dénominateur. Là aussi, on a a moins b, facteur de a plus b. Jusque-là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ça, maintenant, on va essayer d'éclater ça. En faisant quoi? En faisant la limite de x tend vers a pour voir ce que ça va donner. De tangente x, voilà, multiplié par, ou bien tangente x moins tangente a. Voilà, c'est ça que j'essaie d'avoir, ça, sur x moins a, pour voir. Ce sont juste des manipulations à faire. Ça sont les limites. Il n'y a pas une formule qui vous dit que si vous avez une forme indéterminée, forcément ça va marcher et tout. Donc, il faut essayer seulement de voir. Là, j'ai éclaté donc cela pour avoir, pour voir ce que j'aurai après. Là, c'est tangente A. Hein. Voilà, là. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire après pour avoir donc, comment dirais-je, une bonne expression. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Or, maintenant, la limite, le x tend vers a de tangente x plus tangente a égale à combien? Tangente a sur x plus a. Ça d'abord, je vais exploiter ça pour voir ce que j'aurai. Égal à quoi? Je peux remplacer, n'est-ce pas? Parce que le x tend vers a, donc je remplace les x par a facilement. Voilà, donc égal à combien? Là, je ne peux pas remplacer, je ne peux pas le faire ici parce que j'aurai une forme indéterminée, raison pour laquelle donc j'essaie d'exploiter ça. Parce que là, comme c'est une addition, donc j'aurai quelque chose. Voilà. Donc là, je mets limite le x tend vers. Ou bien je peux remplacer directement. Voilà. Donc c'est tangente de a plus tangente de a. C'est 2 fois tangente de a. Sur quoi? Sur a plus a, c'est-à-dire sur 2a. Et ça, c'est égal à combien? Ça, c'est égal à tangente de a sur a. Donc là, c'est bon. Ça, c'est réglé, c'est plus simple. Là, je peux me mettre ici. Voilà, astérisque. Donc là, c'est pour cette limite-là. Maintenant, pour l'autre limite, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir ça? Regardez bien. C'est-à-dire limite le x tend vers a. Je vais directement donc copier ça et coller pour aller beaucoup plus vite. Voilà, de cela. Maintenant, c'est égal à combien? Regardez bien. Quelle formule vous avez? Regardez bien. Là, vous avez dérivé, taux de variation. Voilà, vous pouvez appliquer taux de variation. Bien sûr que c'est dérivable. Donc là, limite, je fais ici, petit rappel. Si vous avez la limite, le x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 et que f est bien dérivable en x0, donc c'est égal à f', donc directement donc de x0.
Vous avez vu? Donc là, c'est bon. C'est réussi. Donc, un petit rappel que je voudrais vous faire savoir. Donc là, c'est quoi? On a bien ça. Donc, lorsqu'on pose f de x comme étant tangente de x, on a quoi? On a f de x moins f de x0, c'est-à-dire tangente de x0, tangente de a. x0 ici, c'est a. Sur x moins a. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire, c'est f' de a. C'est f' de a. Vous avez vu? Maintenant, f' de x, d'abord, f' de a, c'est quoi? Je mets d'abord f' de x. Vu que je vous ai dit, donc on a posé ça comme f de x. Donc f' de x, c'est quoi? C'est tangente de x, le tout prime. Et la dérivée de tangente de x, c'est quoi? C'est 1 sur cos carré. N'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier. 1 sur cos carré de x. Maintenant, f' de a. F' de a, c'est quoi? Donc, lorsque vous faites f' de a, vous aurez 1 sur cos carré de a. Directement. 1 sur cos carré de a. Et puis ça, c'est deuxième astérisque. Maintenant, d'après 1 et 2, d'après les deux astérisques là, qu'est-ce qu'on aura? Maintenant, f', comment dirais-je? C'était cette limite, hein? Voilà, donc là, je réécris cette limite pour voir qu'est-ce que j'aurai au finish. Donc là, je colle ça ici directement. Gagner du temps. Au début, qu'est-ce qu'on avait? On avait trouvé tangente de a sur a. Je réécris ça ici. Tangente de a sur a. Multiplié par 1 sur cos carré de a. Donc, vous voyez les choses venir. Maintenant, tangente. Maintenant, c'est ça le résultat. Maintenant, vous allez regarder. Est-ce que, d'abord, vous avez ça au niveau donc comment dirais-je, des différentes propositions. On l'a pas. On a des sinus et des cosinus et tout. On n'a pas de tangente. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tangente par sinus sur cosinus, bien sûr. Donc, du coup, on aura quoi? On aura bien sûr sinus de a sur cosinus, donc sur a, cosinus de a, multiplié par 1 sur cos carré de a. C'est bon. Donc là, au finish, donc, d'où, donc directement, donc le résultat final, c'est-à-dire donc cette limite-là, limite de x tend vers a de f de x, je l'ai nommé f de x, hein, voilà. De f de x va être égal à combien? Va être égal à, donc, directement, sinus de a sur a cos cube de a. Donc c'est ça, donc, le résultat final que j'aurai. Voilà. Donc, et là, on regarde. On a bien, donc, la réponse. Quelle réponse? On a la réponse C. Vous avez vu. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les 4 premières réponses sont les réponses C. Voilà, c'est rigolo, mais regardez, mais pas les 4 premières réponses, bien sûr. Bien vrai que là, on n'avait même pas de réponse. Voilà. Mais regardez ça. La première question, c'est C. La deuxième question, la troisième question, c'est C. La quatrième question, c'est C. Pourquoi? Parfois, ce sont des tests psychotechniques, en fait. Parce que pour les autres élèves, vu que, par exemple, si vous ne comprenez pas, ils vont essayer donc de faire voilà, du Diffie-Jaffa. Forcément, la probabilité de cocher C, ici, la probabilité de trouver, c'est un quart, c'est 25%. Donc, c'est pas beaucoup. Voilà. Maintenant, imaginons que vous faites ici du Diffie-Jaffa et que vous trouvez. Maintenant, pour cette réponse-là, forcément, vous allez cocher, or que voilà, tel ne sera pas le cas. Et arrivé ici aussi, les deux autres, vous allez vous dire que, mais comme j'avais coché C, je vais voir avec D ou bien. Or que ici, les questions-là, les 4 premières questions, excepté de la question 2, toutes les réponses sont C. Est-ce que vous avez vu? Donc là, si vous ne raisonnez pas, donc dans ce cas, vous ne pouvez pas vraiment trouver grand-chose. Donc il faut bien faire du raisonnement. C'est ça donc le but en fait donc de cette vidéo. Voilà. Donc voilà comment on va procéder, comment vous allez procéder pour bien choisir la bonne réponse. C'est pas donc du tâtonnement. Vous allez raisonner et voilà, à partir de cela, regardez donc quelle est la bonne réponse. S'il n'y a pas de bonne réponse, vous ne cochez rien. Comme ici la question 2. L'approximation là, c'est pas la même chose que ce qu'on nous a donné. Donc ici, on va rien cocher du tout. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Et ce n'est pas aussi seulement ces concours-là qu'on va préparer. Il y a aussi l'ENSA, voilà, où la date c'est le 21. Voilà, le 21 mars. Inch'Allah, on va commencer avec l'épreuve de physique-chimie, comme vous pouvez le voir là.
devant votre écran. Voilà, on va corriger pas mal d'épreuves. Voilà, Inch'Allah. Donc là aussi, ce qui est génial, c'est que vous aurez accès à la plateforme gratuitement. Voilà, à la plateforme gratuite. Pourquoi ça? Parce que c'est pas le même format. Pour l'ENSA, c'est le format bac, le format de type bac. Nous avons des exercices, c'est pas les QCM comme ça. Vous allez faire traiter des exercices, surtout en probabilité. Et j'aime beaucoup probabilité, raison pour laquelle je vous donne accès à la plateforme, vu qu'il y a vraiment pas mal de vidéos sur ça. Il y a une série comportant plus de, je sais pas, 7 exercices ou bien 8 exercices comme ça, où voilà, vous pouvez vous familiariser avec la probabilité, le dénombrement et tout. Voilà, donc tout le programme aussi y est. Voilà, tout ce que vous avez déjà fait et celle aussi que vous n'avez pas encore faite au niveau du programme. Donc, vous pouvez anticiper, voilà, tout en comprenant mieux donc, cela. Donc, c'était ça l'objectif de cette vidéo, pour vous montrer voilà, quelques astuces à prendre, comment on va faire pour mieux choisir la bonne réponse et tout. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos camarades. Et je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.